Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 14 mars 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue tadjik, Emon Ali Rahman, qui ont convenu d'investir tous les potentiels de l'Égypte et du Tadjikistan pour renforcer la coopération économique bilatérale et les échanges commerciaux entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président tadjik, au terme de leur pourparlers au palais présidentiel, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la visite de son homologue tadjik en Égypte, louant les liens culturels et historiques et les points communs entre les deux pays et soulignant l'intérêt de l'Égypte à développer les relations bilatérales avec le Tadjikistan et échanger des expériences dans les divers domaines à la lumière d'intérêts communs des deux pays. Abdel Fattah el-Sisi a affirmé s'être mis d'accord avec son homologue tadjik, M. Emon Ali Rahman, sur le renforcement de la coordination sécuritaire et l'échange des informations et des expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en tant que danger mondial menaçant la majorité des pays du monde. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président tadjik au terme de leur pourparlers au palais présidentiel, le président el-Sisi a indiqué avoir discuté avec son homologue tadjik des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'irrigation, l'exploitation minière, l'agriculture, le tourisme, la santé et la production pharmaceutique. La visite au Caire du président tadjik coïncide avec le 30e anniversaire de la reconnaissance par l'Égypte du Tadjikistan indépendant et l'approche du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président el-Sisi a affirmé que la visite au Caire de son homologue tadjik s'inscrivait dans le cadre du souci des deux pays d'échanger la vue sur les questions d'intérêt commun et s'édifier des relations bilatérales profondes. Les pourparlers ont porté sur les moyens de promouvoir la coordination entre les ministères des Affaires étrangères, notamment à la lumière des résultats positifs de la deuxième session du Comité commun de la coopération économique, scientifique et technique tenue en novembre 2019 au Caire. Les deux dirigeants ont évoqué des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la guerre en Ukraine et les derniers développements en Afghanistan, outre les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et du renseignement et d'échanger des informations en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et le crime organisé. Les deux présidents ont également examiné les moyens de consolider les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, jugeant importants les aspects culturels et intellectuels dans la lutte contre ce danger à côté des moyens militaires et sécuritaires. À cet égard, le président tadjik a loué le rôle des institutions religieuses égyptiennes dans la propagation des principes corrects de l'islam. L'accueil par le Caire en novembre de la conférence sur le climat COP27 et l'importance de mobiliser les efforts internationaux pour la faire réussir afin de pouvoir réaliser un bond dans l'action internationale sur le climat y ont fait l'objet d'examen. Pour sa part, le président tadjik a souligné l'intérêt de son pays à bénéficier des projets nationaux géants et de l'expérience de développement pionnière que connaît l'Égypte sous la conduite du président el-Sisi et qui renforce sa position en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité au niveau régional. Au terme de l'entretien, le président tadjik a invité le président Sisi à effectuer prochainement une visite officielle dans son pays, une invitation qui a été favorablement accueillie par le président el-Sisi. Le président el-Sisi et Rahman ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs mémorandums d'entente et accords de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, dans l'enseignement supérieur, ainsi que d'un accord d'amitié et de coopération entre le gouvernorat du Sinaï du Sud et la région Katlan au Tadjikistan, ainsi qu'un mémorandum entre l'autorité générale des maisons du livre et la Bibliothèque nationale du Tadjikistan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli samedi dernier la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques CCNU-CC, Madame Patricia Espinosa, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, et de Madame ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président avait affirmé l'appréciation de l'Égypte pour la coopération fructueuse et croissante avec l'ONU concernant la question du changement climatique et ses effets sur le monde, espérant que cette coopération et cette coordination se concentrent sur la préparation du prochain sommet mondial sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh. De son côté, Mme Espinosa a salué les efforts de l'Égypte pour assurer la transformation verte
et affronter le phénomène du changement climatique, y compris la construction des villes vertes en passant à des transports propres et en émettant des obligations vertes ainsi qu'en adoptant la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien absolu de l'Égypte à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine UNRWA pour continuer à jouer son rôle dans la fourniture de services aux réfugiés palestiniens en tant que seul mécanisme qui s'acquitte de cette importante responsabilité humanitaire, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le président El-Sisi a dit ses propos lors de sa rencontre samedi avec Philippe Lazzarini, secrétaire général adjoint des Nations Unies et commissaire général de l'UNRWA, en présence du ministre des Affaires étrangères et du chef des renseignements généraux. Le président El-Sisi a indiqué que l'Égypte souligne lors de ses contacts avec toutes les parties régionales et internationales l'importance d'apporter le soutien nécessaire à l'UNRWA, en particulier dans le cadre des conditions matérielles auxquelles elle est confrontée et les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus, dans le but de maintenir sa continuité de travail et de contribuer à soutenir les citoyens palestiniens, notamment à travers l'initiative égyptienne pour la reconstruction de Gaza, qui est entrée en vigueur dans cette deuxième phase. Pour sa part, M. Lazzarini a salué le rôle historique de l'Égypte dans la mobilisation de l'appui de la communauté internationale pour que l'Office poursuive son rôle de soutien aux réfugiés palestiniens. Avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le commerce international de nombreux produits de grande consommation est perturbé. Face à cette situation qui a déjà conduit à une hausse des prix alimentaires mondiaux, l'Égypte, comme d'autres pays, a pris des mesures de protection de ses marchés intérieurs. Le ministère du Commerce a annoncé jeudi 10 mars une interdiction des expéditions de plusieurs articles agricoles de base durant les 3 prochains mois. Cette décision, qui a pris effet à partir du 11 mars, concernera notamment les pâtes alimentaires, le blé sous forme de grains ou de farine, les lentilles ainsi que les haricots. Elle vise à assurer la disponibilité de ces denrées de grande consommation en consolidant les réserves stratégiques à l'heure où le marché agricole mondial est bouleversé par le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui a poussé les cours des céréales et des huiles végétales en particulier à des niveaux records. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assuré que dès le mois prochain, nous commencerons, je cite, à récolter le blé sur nos terres, et il a assuré à tous les Égyptiens qu'il n'y aura pas de crise jusqu'à la fin de l'année. Notre pays ne sera pas contraint d'importer ni de subir la flambée actuelle des prix, car l'Égypte aura un stock de blé qui couvrira ses besoins jusqu'à la fin de 2022. Le Premier ministre a ajouté que la Russie et l'Ukraine étaient nos principaux fournisseurs de blé, mais nous avons déjà commencé à disperser nos sources d'achalandage en blé pour les importations dans le futur, et cela s'applique déjà. Nous achetons actuellement du blé à d'autres pays. Nous nous assurons de la diversité de nos ressources, de nos sources concernant ce produit, afin qu'elles ne se limitent pas à des pays spécifiques. Le producteur indépendant d'électricité IPP, Lekel Power, inaugure la mise en service commercial de son parc éolien de West Bark en Égypte. L'installation située dans le golfe de Suez affiche une capacité de 252 MW. Le parc éolien de West Bark entre officiellement en service. Le point avec Dalia Karam. Le parc éolien de West Bakr entre officiellement en service. L'installation située dans le golfe de Suez était au cœur d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, notamment Mohamed Shakar, le ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, ainsi que des hauts responsables d'Egyptian Electricity Transmission, compagnie de l'autorité pour les énergies nouvelles et renouvelables. Le parc situé dans le golfe de Suez est équipé de 96 éoliennes fournies et installées par Siemens Gamesa. L'ensemble des turbines du parc affiche
une capacité de 250 MW. Le projet en phase d'exploitation est le fruit d'un partenariat public-privé signé entre le gouvernement égyptien et Lekela Power, un producteur indépendant d'électricité, fruit du rapprochement entre le fonds d'investissement britannique Actis et l'entreprise irlandaise Mainstream Renewable Power. Selon Lekela, son parc éolien sera capable de générer 1000 GW par heure d'électricité propre par an, de quoi éviter les émissions de 530 000 tonnes de dioxyde de carbone sur la même période. À en croire les PP basés à Amsterdam, aux Pays-Bas, à lui seul, le projet augmente de 18% la capacité de production d'énergie éolienne de l'Égypte. Chris Antonopoulos, le directeur général de Lekela Power, affirme que le parc éolien West Back Wind permet déjà à l'Égypte de se rapprocher de ses objectifs en matière d'énergie propre et d'augmenter considérablement sa capacité éolienne. Il a ajouté que l'Égypte est bien placée pour devenir une puissance en matière d'énergie propre et prend la tête du mouvement en faveur des énergies renouvelables. Mais un aspect de ce parc éolien devrait être scruté pendant toute sa durée de vie. L'installation est en effet située dans une zone très venteuse également empruntée par des oiseaux migrateurs qui partent d'Europe pour passer l'hiver dans la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est. Afin d'éviter les collisions avec les pales d'éoliennes, lesquelles indiquent avoir mis en place un programme de fermeture à la demande. L'IPP a signé un protocole avec l'Agence égyptienne des affaires environnementales et son projet de surveillance des oiseaux migrateurs afin de contribuer au financement et à la mise en œuvre du programme de formation à la surveillance de ces animaux sauvages. D'ailleurs, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD a conditionné son soutien au projet par la préservation de la biodiversité contre les accidents avec les éoliennes. Le parc de West Bakr a également reçu le financement de la Société américaine de financement du développement international ainsi que de la Société financière internationale, la filiale du groupe de la Banque mondiale responsable du financement du secteur privé. Dans un contexte de relance économique internationale post-Covid, l'Égypte veut poursuivre sa stratégie nationale de développement en accordant une part importante de l'écologie. Pour ce faire, le pays a signé un accord avec la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour un programme allant jusqu'en 2027. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le gouvernement égyptien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD ont paraphé 3 nouveaux accords dans les secteurs de l'hydrogène vert, du tourisme et des transports. L'annonce a été faite par le ministère égyptien des Affaires étrangères via un communiqué de presse publié sur Facebook. Ces accords consistent pour l'hydrogène vert à évaluer le potentiel d'une économie d'approvisionnement en hydrogène à faible teneur en carbone en Égypte. Pour le tourisme, il s'agit de la création d'un conseil des compétences du secteur par le biais duquel la banque fournira un soutien technique visant à investir dans le capital humain, identifier les compétences requises par le marché et dispenser des formations. Enfin, pour le transport, un financement d'une valeur de 272,8 millions de dollars sera décaissé pour la mise en œuvre du projet de métro électrique d'Alexandrie. Il reliera le centre-ville à la zone d'Aboukir, située au nord-est du gouvernorat. Ces accords interviennent dans le cadre d'un programme de développement mis en œuvre par les autorités égyptiennes et soutenu par la BERD. Le programme s'étendra sur la période allant de 2022 à 2027. Son objectif est d'aider le Caire dans la mise en œuvre de sa transformation verte par le biais de stratégies innovantes, notamment via l'accroissement de l'investissement dans le capital humain et à soutenir le pays dans sa marche vers un secteur des transports durables et verts dans le cadre de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Notons que les relations entre l'Égypte et la BERD durent depuis plus de 30 ans. Elles visent essentiellement à accompagner les progrès du pays en matière du développement national conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour rappel, la stratégie nationale égyptienne sur le changement climatique 2050 vise à atteindre 5 objectifs majeurs. Il s'agit d'une croissance économique durable et l'amélioration de plusieurs points tels que la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique, la gouvernance de l'action contre le changement climatique, l'infrastructure de financement des activités climatiques et la recherche scientifique, le transfert de technologies, la gestion des connaissances et de la sensibilisation pour lutter contre le phénomène.
Le producteur indépendant d'électricité IPP saoudien Aqua Power est sur le point d'obtenir l'approbation des autorités égyptiennes pour le développement d'un méga projet éolien de 1100 mégawatts. L'entreprise qui souhaite diversifier ses activités en Égypte investira 1,2 milliard de dollars pour la réalisation de son méga projet éolien. Un commentaire. Aqua Power est sur le point de s'imposer sur le marché de l'énergie éolienne en Égypte. Le producteur indépendant d'électricité, l'IPP, basé à Riyad, en Arabie Saoudite, est sur le point de conclure des accords finaux pour le développement d'un projet éolien devant permettre de générer 1100 mégawatts. L'entreprise a déjà négocié le contrat d'achat d'électricité pour ses futures installations. L'IPP devrait ainsi vendre le mégawatt par heure d'électricité à la compagnie égyptienne de transport d'électricité EETC à 2,85 centimes de dollars. Selon Arab News, l'entreprise saoudienne devrait investir 1,2 milliard de dollars pour la réalisation de son projet en plusieurs phases. Aqua Power devrait aussi négocier le foncier auprès de l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables, dans le cadre du système d'usufruit exploité sans posséder pour les centrales éoliennes. Le développement de ce projet placera Aqua Power au rang de leader en matière de production des énergies renouvelables en Égypte. En 2018, l'IPP a obtenu auprès du gouvernement égyptien la construction d'un parc éolien de 500 MW en deux phases de 250 MW chacune. L'entreprise a également gagné le contrat pour le financement, la construction et l'exploitation de la centrale solaire de Komombo en Haute-Égypte. Le parc solaire photovoltaïque en phase de construction d'une capacité attendue de 200 MW est financé via des prêts accordés par la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'installation devrait entrer en service commercial au cours du troisième trimestre 2022. Parallèlement, Aqua Power ambitionne d'investir dans les énergies nouvelles, notamment l'hydrogène vert, ainsi que le dessalement de l'eau de mer. Pour l'heure, l'entreprise exploite 3 centrales photovoltaïques de 120 MW dans le complexe solaire de Benban de 1650 MW dans le gouvernorat d'Aswan. France 5 a diffusé jeudi dernier, ou plutôt jeudi 3 mars, au soir, un documentaire inédit et passionnant consacré à la vallée des Reines, une nécropole de l'Égypte antique qui abrite près d'une centaine de tombes d'épouses, de pharaons et autres membres de leur famille. Le documentaire intitulé « Égypte, les secrets de la vallée des Reines » est réalisé par Bianca Zamfira, Yann Glatt et Oscar Chan, et c'est une coproduction Windfall Films Limited et France Télévisions. Voyons ensemble. C'est une tombe extraordinaire, la chapelle Sixtine de l'Égypte ancienne. C'est ainsi que la jeune femme qui nous guide au fil du documentaire inédit « Égypte, les secrets de la vallée des Reines » diffusé jeudi 3 mars 2022 au soir sur la France 5, définit la sépulture de Néfertari. Avec elle, nous pénétrons dans une spectaculaire enfilade de pièces richement décorées sur 450 mètres carrés, à laquelle un escalier abrupt creusé dans le désert permettait d'accéder. Son plafond bleu nuit est parsemé d'un chemin d'étoiles permettant à l'âme de la défunte de voler, tandis que les murs et les piliers sont ornés de hiéroglyphes et de figures d'une jeune femme et de divinités lors de son voyage dans l'au-delà, dont des couleurs vives et lumineuses. Datant il y a plus de 3000 ans, le tombeau de la principale grande épouse royale du pharaon Ramsès II est incroyablement conservé. Une merveille assurément, découverte en 1904, malheureusement vide, les pilleurs étant passés par là. Des pilleurs, justement, il est question dans ce documentaire qui, outre la découverte de plusieurs de ces sépultures de femmes, de souverains et de princes, dévoile maints secrets sur cette nécropole royale de la vallée du Nil, face à Luxor, qui fait pendant à celle plus célèbre de la vallée des rois dévolue aux pharaons sur la même période de l'Antiquité égyptienne,
du 19e au 20e dynastie. Plusieurs archéologues y prennent la parole pour nous expliquer, images de synthèse à l'appui, le choix de ce lieu, les techniques utilisées pour construire ces tombes enterrées dans le désert, la fabrication des pigments de leurs somptueux décors, mais aussi les causes de la dégradation de beaucoup de ces chambres mortuaires. Avec en filigrane un coup de projecteur sur ces reines d'Égypte du Nouvel Empire, dont certaines, telles Hatshepsut, étaient vraiment les égales de leur mari pharaon, détenant pouvoir religieux et politique. Le palais d'Antoniades, du nom de son commanditaire, Sir John Antoniades, qui en 1860 a voulu une villa inspirée du château de Versailles, est au cœur d'un domaine de verdure habité depuis l'Antiquité. Antoniades est mort en 1895, léguant sa villa à son fils avec une recommandation à son fils de céder ensuite la propriété à la ville d'Alexandrie, ce qu'il a fait en 1918. Voyons ensemble. Le jardin Antoniadis est un lieu hors du monde. Même si l'histoire s'y rappelle à notre bon souvenir avec quelques statues de marbre blanc représentant de grands noms des découvertes lointaines. Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama. On y trouve également une tombe datant vraisemblablement de l'époque ptolémaïque, connue sous l'étrange appellation de tombe d'Adam et d'Ève, sans doute en raison de sa situation dans un tel environnement paradisiaque et à cause d'un dieu serpent qui décorait la chambre funéraire à laquelle on accède par un escalier de 44 marches. Dans ce cadre de verdure est implanté un palais bâti au milieu du 19e siècle. Il porte le nom de son commanditaire, Sir John Antoniadis, qui voulait habiter une villa inspirée rien moins que du château de Versailles. Né en 1819, ce riche citoyen grec, originaire de l'île de Lemnos, arriva en Égypte en 1833 avec nombre de ses compatriotes. Président de la communauté grecque d'Alexandrie, consul général de Belgique, il fut doté de la citoyenneté française. Mieux, il fut anobli par la reine Victoria. À sa mort en 1895, il légua sa villa à son fils, avec la recommandation de la céder ensuite avec le jardin à la ville d'Alexandrie, ce qui fut fait en 1918. Le palais, qui ne se visite pas pour l'instant pour cause de restauration en cours, se compose d'un sous-sol de 434 mètres carrés, d'un rez-de-chaussée de 1085 mètres carrés et d'un étage de 860 mètres carrés. Des hôtes de marque y ont séjourné, notamment des rois d'Égypte et d'Europe, ainsi que le Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, alors marié à la princesse Fawzia, sœur du roi Farouk d'Égypte. En 1936, la villa a accueilli la cérémonie de signature de l'accord entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, qui stipulait l'évacuation de toutes les troupes britanniques présentes sur le sol égyptien. À partir de 1970, l'état de la villa commença à décliner. Puis, en 2004, la villa et son jardin furent donnés à la bibliothèque d'Alexandrie. Celle-ci a alors entrepris un vaste programme de restauration de l'édifice sous la houlette du directeur du Centre des études Alexandrie Méditerranéenne pour en faire une annexe de prestige pour ses activités. Le palais, précise l'architecte, servira de lieu de séjour pour les délégations étrangères en visite en Égypte dans le cadre de l'échange culturel entre l'Égypte et les pays de la Méditerranée. Il deviendra également le siège permanent pour le dialogue euro-méditerranéen. Capitale de l'Égypte jusqu'à la fondation du Caire, la belle Alexandrie n'a assurément rien perdu de sa splendeur. Mesdames et messieurs, fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci d'avoir été avec nous sur Nile TV International. Bonne soirée et au revoir.